Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres. Les 6 prévenus condamnés en première instance pour homicide involontaire dans le crash d'Erm Oria sont à nouveau à la barre. Ils contestent devant la cour d'appel de Papeete la cause de l'accident retenu par le juge. Pourquoi est-ce que les violences intrafamiliales sont 3 fois plus élevées en Polynésie qu'en métropole? Des chercheurs venus de tout le Pacifique tentent de comprendre le problème autour d'un colloque à l'Université de la Polynésie. On s'arrêtera également à Uapo où l'île se prépare activement depuis 2 ans à accueillir les festivités du Matava'a en décembre prochain. Des travaux d'envergure à découvrir dans ce journal. En sport, les footballeurs du Racing Besançon affronteront l'AS Vénus au Stade Pater samedi pour le 7e tour de la Coupe de France. Nous allons pour cela rejoindre Stéphane Ratino à Mahina où les joueurs de l'AS Vénus s'entraînent actuellement face à la sélection de Tahiti. Enfin, au cœur du Fénois, nous embarque à Tautira où avec peu de moyens, la petite communauté se bat pour préserver la ressource grâce au rahui. Sa fortune est estimée à plus d'1,37 milliard de dollars. Le milliardaire Guy Laliberté est en garde à vue à la gendarmerie de Papeete dans le cadre du cannabis qu'il cultive sur son atoll à Nukutepipi pour, selon son avocat, sa propre consommation personnelle. Dans son pays, au Canada, l'ex-cofondateur du Cirque du Soleil investit depuis plus d'1 an déjà dans des sociétés de production de cannabis thérapeutique, alors que cela n'est pas encore légal en Polynésie française. Une information judiciaire a été ouverte. Guy Laliberté pourrait être présenté devant un juge d'instruction demain matin. Voilà, une affaire à suivre. Et puis le dossier du crash d'Erm Oria revient devant la cour d'appel de Papeete. Après leur condamnation en janvier dernier pour homicide involontaire, la compagnie et 6 de ses 6 anciens responsables contestent la rupture du câble de gouverne comme cause de l'accident dans lequel 20 personnes avaient péri en août 2007. La cause n'est pas la rupture du câble, insiste Freddy Chanceau, ex-directeur général de la compagnie. Lucille Guichet-Tirao, Jérôme Lee. Ils sont 6, les anciens responsables de la compagnie aujourd'hui liquidée, et Erm Oria, en tant que personne morale, a contesté leur condamnation pour homicide involontaire. Ainsi que Guy Young, l'ancien directeur de l'aviation civile d'État, relaxé en première instance, le parquet avait fait appel. Ils vont démonter la cause retenue par la justice, la rupture du câble de gouverne, entraînant le crash du Twin Otter le 9 août 2007, faisant 20 morts. Le fait de savoir quelle est la cause de l'accident, ça c'est le parquet, c'est le ministère public qui en a la responsabilité. Nous, notre responsabilité est simplement de démontrer que ce qu'on nous reproche n'a pas pu se passer, n'a pas pu matériellement et physiquement se passer. Une centaine de parties civiles sont présentes pour cet appel, les familles des victimes, toutes de blanc vêtues ce matin. Le procès s'est ouvert avec l'écoute de l'enregistreur de voix dans le cockpit, le « ah putain » du pilote, puis les 10 secondes de chute avant l'impact, une bande sonore glaçante. Quelques jours avant, je l'abordais avec plus de sérénité puisqu'on avait déjà montré en première instance les fautes graves et les manquements. Mais finalement, ce matin, beaucoup de nervosité renaît, d'angoisse puisqu'on va retomber sur de la mauvaise foi et puis surtout les signalements d'incompétence lourds qu'il y avait dans cette compagnie. Les familles le savent, ces 3 semaines de procès seront éprouvantes pour elles, après 12 ans de procédure. Voilà, les autres prévenus seront entendus demain. Quant aux 3 agresseurs de P'ur'ei qui ont attaqué une livreuse de pizza vendredi dernier, ils vont dormir à la maison d'arrêt de Tatutu dès ce soir. Présentés en comparution immédiate cet après-midi, ils écopent d'1 an, 2 ans et 3 ans de prison ferme avec un mandat de dépôt. Les 3 individus, dont un mineur, étaient apparemment sous ice lorsqu'ils ont commis le délit. Ils ont avoué avoir commis le vol afin de s'acheter leur dose. Il souhaitait se présenter au municipal de 2020 à Aroué. Cocodine n'a plus la cote. Jugé en correctionnel pour harcèlement sexuel, le procureur a requis 8 mois de prison assorti d'un sursis simple avec une amende de 500 000 francs pour le premier adjoint au maire de Aroué. Âgé de 55 ans, le prévenu qui clame son innocence depuis 2 ans a dû expliquer les 68 SMS à caractère sexuel qu'il a envoyés à la victime, ex-DRH de la commune, Hinar Le Boucher. Le délibéré est attendu le 26 novembre. Voilà, pour clore ce chapitre judiciaire.
Les violences intrafamiliales en Polynésie, elles sont 3 fois plus élevées qu'en métropole. Pour tenter de comprendre le phénomène, l'Université de Polynésie organise un colloque sur 3 jours avec des chercheurs venus de tout le Pacifique afin de savoir si la problématique est commune aux pays insulaires. Florence Okeli, Marcel Bonneau. Violence contre les femmes, les matariapo ou contre les enfants, la violence intrafamiliale a de multiples facettes. Elle est aussi difficile à quantifier. Ce chercheur a travaillé 1 an sur ce problème tabou. Mercredi, il interviendra lors du colloque sur les sources de cette violence. La co-résidence dans la maison familiale, par exemple, c'est un des facteurs qui produit du conflit. D'autant plus aujourd'hui, on est dans une économie de marché et très souvent vous êtes dans des familles dans lesquelles vous avez 1 salaire ou 2 salaires qui vont contribuer à la vie collective. Ça, c'est une source de conflit majeur dans les familles. En Polynésie, 65% des violences ont lieu dans le cadre familial. Des statistiques élevées qu'on retrouve un peu partout dans le Pacifique. Point commun entre ces îles distantes de plusieurs milliers de kilomètres, la colonisation, un traumatisme historique. La perte de statut, la perte de pouvoir, ce qui inclut la langue, les rituels, un mode de pensée et de naviguer à travers le monde, la perte de toutes ces choses a de nombreuses conséquences, dont certaines semblent être à la hausse de la violence familiale et interpersonnelle. Autre problématique commune à ces îles, dans ces petites communautés parfois isolées, il est difficile de dénoncer ces violences, un problème que cette chercheuse australienne a constaté dans les communautés papoues. Parler est très important, ça peut aussi être très dangereux et ça peut faire empirer la situation. Il faut des endroits sûrs où ces victimes peuvent aller et parler en privé de leurs problèmes et ça, c'est vrai pour tout le Pacifique. Le colloque se poursuit jusqu'à jeudi avec des conférences ouvertes à tous sur ce phénomène de fond qui met en danger les personnes les plus vulnérables de notre société. Voilà, justement, dans l'invité café de votre matinale radio demain, il sera question des violences familiales dans les sociétés insulaires du Pacifique avec le professeur Louis Bastide. Ils sont très écolos, mais l'arrivée des tuk-tuks sur le marché du transport est fortement critiquée par les chauffeurs de taxi. Dans leur ligne de mire, la nouvelle société e-tuk-tuk, Polynésia, ont-ils les autorisations et les assurances pour les personnes transportées? Le reportage de Nicolas Suir et Hiro Terorotua. L'activité des tuk-tuk doit être réglementée, exigent les chauffeurs de taxi. Sans cela, ils ne devraient pas avoir le droit de circuler et seraient un danger. S'il n'est pas réglementé, déjà il est dans l'illégalité et en plus les personnes transportées, c'est une mise en danger de ces personnes-là, même de la personne qui circule avec. La réponse du berger à la bergère s'effectue par présentation d'autorisation. On a les autorisations de la ville de Papeete qui dit qu'on peut circuler dans tous ces endroits. On a le chef du tourisme qui nous a tamponné et qui nous a donné un avis favorable et qui même a dit que c'était un besoin pour la ville de Papeete de pouvoir offrir ce service. Les assurances, on est assuré directement chez Poema Assurance. On a une assurance qui couvre, c'est une responsabilité civile et surtout une dommage corporel. Les taxis ne sont pas fondamentalement contre les tuk-tuk, mais ils grincent des dents en pensant à toutes les charges dont ils doivent s'acquitter. On est tenu à des responsabilités, visite technique, des charges au niveau de la CPS, au niveau des impôts, et tout ce qui va avec. Et les tuk-tuk, non ? Pour l'instant, ils ont exonéré de toutes les charges. Pour les tuk-tuk, il faut aussi payer patente, assurance et employés au nombre de 14. Mais plutôt que d'être en guerre, le gérant souhaite travailler en bonne intelligence avec les taxis pour transporter notamment les touristes. On a besoin d'eux et qu'eux ont besoin de nous, parce que nous, on s'intéresse à être dans la ville. On les redépose à la station de taxi et ils les ramènent à l'hôtel directement. Ou ils les amènent au Belvédère. Nous, on ne va pas au Belvédère. Nous, on reste que dans cette petite ville. Donc ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on puisse bosser main dans la main et puis qu'on aille dans la même direction et que nous, on a besoin d'eux, on a des clients à leur envoyer. Partenariat ou non avec les taxis, Mehdi a prévu de doubler sa flotte en passant à 30 tuk-tuk pour l'an prochain. Et puis en bref, cet incident qui aurait pu avoir de graves conséquences environnementales, une barge qui déchargeait des fûts de 200 litres et des cubiténaires de 1850 litres de carburant pour avion sur l'atoll de Fangatau s'est échouée ce matin vers 10 h sur le platier. Malgré une fuite au niveau de l'un des cubiténaires, tous les fûts ont été récupérés.
On fait une halte à Ebave où la population a mis la main à la pâte. Une fois n'est pas coutume, enfants et parents des 4 districts de l'île ont enfilé leur tenue de combat, gants et sacs plastiques poubelles pour un grand nettoyage du littoral de Rairua et Mahanatoa. La commune a également déployé les moyens pour débarrasser les déchets encombrants. Les précisions de Patio Peta au micro de notre correspondant Arthur Tiari. Nous ramassons les boîtes rouillées, les récipients, également des bouteilles. Mais il y a aussi les tôles de maison, les appareils électroménagers comme les machines à laver, les frigos. Tous nos déchets sont empaquetés dans un sac plastique et dès qu'ils sont pleins, on les installe au bord de la route. Et par la suite, un camion viendra les ramasser pour les transporter dans un lieu où ils seront placés sous terre. Voilà, demain, place au nettoyage du district de Vaiuru. Et puis à Ouapo, à un mois du Festival des Marquises, l'île se part de ses plus beaux atours. Les travaux suivent le rythme afin d'accueillir les convives et les bénévoles se coordonnent pour un festival d'exception. Le reportage sur place de Stéphane Ratino et Lionel Tehamouana. Tous les corps de métier à l'unisson, pareil au doigt d'une main habile dont la qualité de l'ouvrage dit la grandeur du cœur, cette idée de l'accueil offerte aux voisins, à celui qui vient de plus loin. Depuis des semaines à Ouapo, l'on maçonne, l'on ponce, tout se fait à façon, de sorte que le calendrier des travaux soit tenu. Les lieux d'accueil laissent déjà voir leur authenticité, la signature du festival à venir. Les travaux de ce site ont démarré au mois de juin dernier avec l'intervention d'une section militaire appelée Tenatira et Timoouide. Voilà, le site est quasiment terminé. Il nous reste encore quelques petits points, quelques petits détails à régler. Mais je pense que d'ici la fin du mois, le site sera prêt pour accueillir dans de bonnes conditions toutes les soirées de Koika du Matava de cette fin d'année. Un festival, c'est une île, mais plusieurs lieux, chacun avec sa tonalité, son magnétisme. Ici, c'est plus végétal, avec la pierre en support et une dominante bois. Il y a aussi l'excellence d'un travail dont l'addition se plaît aux effets de la modernité et de la tradition. Le 3e jour du festival aura lieu sur ce site des démonstrations, des activités culturelles telles que les chants, les danses, des travaux qui ont duré plusieurs mois en utilisant des matériaux nouveaux alliant modernité et culture. Ouapo ressemble à une ruche. Il y a tout ce travail bien visible. La dextérité manuelle des artisans, dont les œuvres sont en préparation. Les chants et la danse viendront. Mais la culture, c'est aussi l'adhésion du peuple à son histoire, à la faire vivre ensemble. C'est l'engagement, une partie invisible par laquelle passe le succès du festival. Matava 1, ce n'est pas que le premier tableau que l'on voit, la partie culturelle, les groupes de danse, l'artisanat. C'est à l'arrière toute une organisation que l'on doit mettre en place et mis en place par des personnes bénévoles. C'est presque 2 ans de travail. Totalement bénévole et les choses ne sont pas difficiles mais elles avancent quand même très très bien. Dans un mois, Ouapo brillera de toute son âme, son compte à rebours est déjà une promesse d'amour. Voilà, et pour ceux qui comptent s'y rendre, eh bien, Ouapo accueillera le Festival des Marquises du 16 au 19 décembre prochain. En sport, les footballeurs du Racing Besançon, un club de National 3, affronteront l'AS Vénus à Tahiti pour le 7e tour de la Coupe de France. Ça va se passer donc samedi à Pater. Les joueurs français sont arrivés dimanche soir et ont commencé à s'entraîner dès ce matin. Nous rejoignons Stéphane Ratino à Mahina où les joueurs de l'AS Vénus, l'équipe championne de Polynésie en titre, sont en plein entraînement. Stéphane, les Tahitiens doivent sentir une petite pression quand même à l'approche de la rencontre. Oui, effectivement, il y a un peu de pression, Chiquita, mais il y a quand même beaucoup de sérénité ici ce soir au stade de Mahina. Sérénité pour 2 raisons. Tout d'abord parce que les conditions climatiques sont très bonnes pour l'entraînement, pour ne pas éreinter les organismes avant le match capital de ce samedi, et surtout parce que tout va bien au niveau du club. L'équipe est première au niveau du championnat de Tahiti. Surtout, les blessés, ceux qui avaient été blessés il y a 15 jours, eh bien, sont rentrés dès cette semaine. Ils pourront être donc placés sur la feuille de match dès
ce samedi. Ensuite, le staff technique a beaucoup travaillé cette rencontre. Ils ont pu bénéficier des vidéos mises en ligne par l'équipe de Besançon. Ils ont repéré les points forts de cette équipe, sa vélocité, son attaque et notamment son attaquant qui a 39 ans. Il a joué en première division. Il a encore une grande capacité à gêner la défense de l'équipe de l'AS Vénus. Et c'est vraiment sur ce point-là que l'équipe va travailler, renforcer la défense pour libérer les espaces en vue de créer des occasions pour les attaquants qui sont aussi très rapides du côté de l'équipe de l'AS Vénus, du côté de l'équipe de Maïna. Côté Besançon, le staff technique était dans les tribunes, mais l'équipe de Maïna a demandé à ceux-ci de quitter parce que actuellement le match qui oppose l'équipe de Vénus à l'équipe de la sélection de Tahiti est une manière de poser le schéma tactique et les Byzantins sont donc partis. Enfin, pour vous dire la sérénité qui règne, pas de changement au niveau de l'entraînement, c'est à peu près le même rythme. Demain soir entraînement, repos jeudi, puis vendredi un entraînement plutôt léger avec les coups de pied arrêtés, les coups francs pour tenter justement de ne pas blesser les organismes avant la rencontre. Bref, tout va bien, les joueurs ont envie d'en découdre, mais la sérénité, la sympathie et surtout la bonne ambiance fraternelle qui règne ici sont des atouts pour nous retrouver ce samedi à 16h sur l'antenne de la première pour vivre cette rencontre de Coupe de France entre l'AS Vénus et le Racing Club de Besançon. Merci beaucoup Stéphane pour ces précisions. Le match sera donc retransmis samedi en direct sur Polynésie la Première à partir de 16h. On s'arrête à FAA maintenant pour le traditionnel cross scolaire avec cette fois pas moins de 500 élèves des 8 établissements primaires de FAA rassemblés au stade Ganivé à Pur'ei. Âgés de 6 à 11 ans, eh bien, les jeunes coureurs ont fièrement porté les couleurs de leur école pour cette journée sportive où la gaieté et la bonne humeur étaient de mise. Écoutez plutôt les quelques réactions recueillies ce matin par Hiro Teruruto. On a 2 objectifs. Le premier est bien sûr la promotion de l'effort physique, du sport scolaire. Et le deuxième objectif, nous sommes sur une sélection pour participer au Cross de Polynésie qui se déroulera en décembre. Au niveau de l'éducation, nous sommes sur un des parcours qui est le parcours santé, qui allie l'alimentation, le corps. Il n'y a pas que le sport pour s'épanouir, il y a aussi la lecture. Le grand rendez-vous du livre démarre jeudi avec le 19e Salon du livre à la Maison de la Culture. Histoire d'île est la thématique retenue cette année avec pas moins d'une trentaine d'ouvrages présentés par les éditeurs polynésiens. Comme chaque année, l'événement accueille des auteurs du Pacifique à découvrir donc durant les 4 jours du salon. Tout un programme. Écoutez Marie Cops au micro de Marcel Bonou. On souhaitait proposer en fait aux familles de venir, parents, enfants, de découvrir, de faire des ateliers ensemble, des ateliers d'illustration, des ateliers d'écriture, des ateliers découvertes. Il y aura également des petits concerts assurés par les contineurs qui vont présenter leur nouveau album CD, leur nouveau livre-album qui s'appelle Chalala. Donc ça aussi, ça va être un joli moment pour les familles. Et pour clore ce journal, comme promis, on vous emmène au bout de la côte est de la presqu'île de Tahiti. Depuis bientôt 1 an, le service de la pêche a instauré un rahui dans le lagon de Tautira. Si l'objectif est de préserver la ressource sans surveillance, eh bien, les pêcheurs doutent de son efficacité. Lucille Guichet-Tirao, Jérôme Lee. Comme repère à terre, c'est simple, c'est le lotissement de Papatea. Donc, à partir du lotissement de Papatea, on va vers le Moutou, vers le Fénoé-Chéré, jusqu'à la deuxième passe, la passe de Weyonifoa. Difficile de cerner la zone de rahui de Tautira instaurée en novembre 2018 pour protéger la ressource halieutique. Les balises ont toutes été arrachées par la dernière houle. Pas de surveillance non plus de la zone. L'interdiction de la pêche ne tient donc qu'au sens des responsabilités de chacun. La difficulté principale, c'est de le faire respecter la nuit. La nuit, comme on dit, tous les chats sont gris. Voilà. Donc c'est surtout notre problème, c'est la nuit. La journée, ça pose aucun problème. Chaque fois qu'on voit, hop, on s'arrête, on dit au gars, hop, tu sors, et c'est respecté. Mais la nuit, voilà. Les zones 1 et 2 restent en rahui, fermées à la pêche jusqu'en décembre 2020. Dans la zone de réserve au centre, la pêche reste interdite de tout temps. Dans cette commune où la pêche est le principal revenu, la mesure ne fait pas l'unanimité. On pêche toujours normalement, mais après, c'est à nous de ne plus pêcher aussi les petits poissons. Mais des fois, quand on va à la pêche, on n'a pas aussi le choix. C'est pour l'avenir des petits-enfants.
Comme maintenant, là, il va aller pour le soir avec la lumière, tout, avec les petits poissons là, il n'y a plus de poissons. Il ne faut pas aller pour le soir, il ne faut pas aller faire le filet. Hein? Comment on va faire pour ces pêcheurs-là? Car contrairement à son voisin de Teahupo, le rahui de Tautira a été mis en place par le service de la pêche et non par le service de l'environnement. Les objectifs et les moyens sont donc différents. Un comité du rahui de Tautira représentant toutes les communautés doit en assurer le suivi, mais sans matériel ni bateau, c'est mission impossible. Pour l'instant, on n'a pas de subvention. C'est tout à fait normal parce que nous, on est juste un comité et non pas une association. Donc, il faut créer une association pour avoir des subventions. La surpêche, les petits filets et la pêche nocturne amenuisent la ressource, pourtant vitale dans cette petite commune de Tautira. Pour s'assurer un avenir toujours tourné vers la mer, la nouvelle génération devra donc apprendre à pêcher avec modération. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous rappelle l'info principale. Le milliardaire Guy Laliberté a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Papeete pour culture illicite de cannabis sur son atoll à Nukutepipi. Si dans son pays, au Canada, l'homme d'affaires investit déjà dans des sociétés de production de cannabis thérapeutique, en Polynésie, cela n'est pas encore légal. Guy Laliberté pourrait être présenté devant un juge d'instruction dès demain matin. Et c'est aussi donc à la une de votre dépêche de demain. Pakalolo, Guy Laliberté en garde à vue. Tahiti Info, accord sur la baguette à 57 francs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Carlos Natoa et Ibrahim Ahmedazi. On se quitte sur ce clip pour vous remercier encore de votre fidélité. Vous êtes depuis ce week-end plus de 2000 fans à nous suivre sur Facebook. Merci. Comme en télévision, d'être si nombreux à nous accompagner. Très belle nuit sur la première. À demain. Journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.